Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer l'histoire avec la suite des aventures de Zeyn Karik. Cette nouvelle fuite de Taris et les manigances de Marn Hiéroglyphe ont sérieusement déstabilisé l'autorité des Jedi et les forces tarisiennes sur Taris. Du coup, la ville est un peu en proie à une sorte de guerre civile puisque les gangs ont clairement repris le dessus. Et face à ça, face à l'impuissance des Jedi sur Taris, le Conseil a tout simplement décidé de rappeler les Jedi de Taris au niveau de Coruscant. Bien entendu, sans plus aucune protection, facilement les Mandaloriens vont clairement essayer de s'emparer de la planète. Alors le problème, c'est que les Jedi de Taris, enfin le Covenant, n'étaient pas là uniquement pour être là. En fait, ils cherchaient le talisman de Mur, qui est une relique Sith très puissante, dont on parlera un peu plus tard. D'ailleurs, le retour des Jedi sur Coruscant donne lieu à une petite scène dans la salle du Conseil Jedi, où on peut voir plusieurs personnages tirés notamment des jeux vidéo Knights of the Old Republic. Afin d'échapper aux Jedi et à la République, Zeyn et ses amis sont obligés de se rapprocher de la ligne de front avec les Mandaloriens, tout en ne franchissant pas cette ligne de front pour éviter de se faire choper par les Mandaloriens. Histoire de se ravitailler, puisqu'ils peuvent pas vraiment le faire n'importe où, ils font souvent des raids sur des camps de mineurs, et afin de pas tuer les mineurs, ou de pas du moins les blesser, en fait ils simulent des attaques de Mandaloriens. Alors comment ils s'y prennent? Tout simplement ils envoient un hologramme de Jarael déguisé en Canilia. Oui, la meilleure solution pour se planquer, c'est clairement d'utiliser l'identité de son ennemi. Et ils font croire que la Jedi dit « Attention, les Mandaloriens arrivent, barrez-vous » et tout. Et les mineurs, ils flippent et ils se barrent. Du coup, ils désertent le camp, ce qui permet à Zeyn, Greef de piller ça librement, comme ils veulent. Le problème, c'est que sur la dernière attaque, les Mandaloriens débarquent réellement et ils prennent Jarael pour une véritable Jedi, parce qu'elle est habillée en Canilia et elle possède le sabre de Zeyn. Du coup, ils la capturent et ils l'embarquent. Alors, heureusement pour Zeyn et Greef, notamment Camper et LB qui sont là aussi, ils mettent la main sur Roland Dir, un déserteur mandalorien qui a d'abord essayé de piquer le dernier recours avant de se faire mettre à terre par LB. Il a pris une grosse baigne dans la gueule. Du coup, forcément, ça aide pas. Et ils vont discuter un petit peu avec ce Mandalorien et découvrir qu'il y a quelque chose un peu étonnant. Alors déjà, la première chose qu'ils vont découvrir, c'est que Jarael a été emmené sur Flashpoint. Là, c'est une bonne piste, ça va leur permettre de la retrouver. La deuxième chose qu'ils vont découvrir, c'est que l'attitude des Mandaloriens est assez étrange. En fait, d'habitude, ils se contentent pas de petites escarmouches, d'une guerre pseudo-ouverte avec la République. Généralement, ce sont des combattants, ils y vont, et puis voilà, quoi. On attaque de front, on rase tout, et on prend. Là, il dit il y a quelque chose qui n'est pas normal, et il suppose qu'il y a quelque chose au-dessus des Mandaloriens, en fait, qui les manipulerait, qui servirait les intérêts de cette personne-là, ou de cette entité-là, au détriment des objectifs de base, ou de la culture de base des Mandaloriens. Alors c'est juste un élément supplémentaire, on peut dire qu'effectivement, cette guerre est assez étonnante, puisqu'elle ne semble pas être dirigée par ses principaux acteurs. Avec ces informations, Zeyn, Greef, Camper et LB, accompagnés par Roland Dir, le Mandalorien, décident de se rendre sur Flashpoint. Même si je suis à peu près certain que Roland, lui, il n'a pas décidé. Mais bon, ils vont sur Flashpoint et Roland accepte de jouer le jeu, il reprend son rôle de Mandalorien, il n'est pas reconnu officiellement comme étant déserteur par la hiérarchie mandalorienne, c'est juste lui qui a décidé de déserter à ce moment-là. D'ailleurs, en fait, il dit que souvent, il le fout en ligne de front parce qu'il pose trop de questions. Parce qu'en gros, ça, en Mandalorien, on n'enferme pas, il n'y a pas de prison mandalorienne, c'est juste ceux qui emmerdent le monde, on les fout en première ligne parce qu'ils ont plus de chances de se faire tuer. Du coup, ils sont sur Flashpoint, Zeyn se fait passer pour un prisonnier Jedi et Roland pour son geôlier. Alors du coup, ils vont le livrer à Demagol, et puis Roland va dire non, il faut absolument que tu fasses des expériences sur lui et tout, parce que c'est un Jedi, voilà, bref. Demagol il dit ok, ça me dérange pas, et alors qu'ils seront tous les trois dans le labo de Demagol, Roland va assommer Demagol, Zeyn va prendre la combinaison du scientifique, et puis il va se balader un petit peu dans la base de Flashpoint, et il va disséminer des explosifs un petit peu partout, pour après simuler une attaque de la République. Alors ce qui va se passer en gros, c'est que quand ils vont déclencher les mines, les explosifs,
ils vont recevoir, enfin les Mandaloriens vont recevoir un appel holographique de la part d'un certain croiseur stellaire, la bouilloire stellaire. Et en fait, il s'agit tout simplement de Marne Hiéroglyphe, habillé en amiral de la flotte de la République, qui se fait passer pour simplement un vrai amiral, et du coup il dit « je vais vous bombarder si vous vous barrez pas ». Alors forcément, ça sonne l'évacuation, les Mandaloriens se barrent, ce qui permet à Zayne Greef de libérer beaucoup de Jedi, Jarrell, et parmi les Jedi, il y avait notamment Squint. Bon, après ça, on a une petite péripétie sans grande importance, où Zayne va aider Marne Hiéroglyphe à essayer de débloquer l'argent qui est coincé à la banque, puisque, étant reconnu comme étant un criminel, son argent a été bloqué. Ça serait con que la République l'autorise à se servir de son argent pour se cacher. Et du coup, ils font passer Camper pour une sorte d'homonyme de Marne Hiéroglyphe, le baron Vandergriff, quelque chose comme ça, en disant « Ah, c'est inadmissible, à cause de ce criminel, on a bloqué mes avoirs ». Et du coup, il va faire débloquer le compte de Marne Hiéroglyphe, en fait en donnant le numéro de compte de Marne Hiéroglyphe, en prétextant que c'est une erreur de nom. Ça va marcher, sauf qu'ils vont se rendre compte que le banquier en question n'est autre que le père de Zayne, et qu'il était surveillé par des mercenaires. Alors c'est les frères Moumo, c'est deux Itoriens un peu cons, qui avaient pour objectif à la base de surveiller le père de Zayne, et en fait ils ont outrepassé sur ordre de Ranatay, et ils ont outrepassé un peu les droits et ils l'ont capturé. Bon, au final, il se fait libérer, et Zayne dit à son père, en gros, faut que tu te planques. Je te conseille d'aller sur Dantooine, voir le maître Jedi Vandar, donc il va y aller, se mettre sous la protection de l'ordre Jedi, et il va notamment donner beaucoup d'informations à Vandar sur le Covenant et le Trust Dre. Alors qu'est-ce que le Trust Dre? Il s'agit tout simplement d'un conglomérat de sociétés possédé par la famille Dre et qui permet, en fait, qui vit en fait sa vie un peu tout seul. Alors, il y avait un objectif principal derrière ce Trust Dre, donc je l'évoquerai beaucoup plus tard, mais en fait, aujourd'hui, il sert à financer le Covenant, et notamment, en fait, par des activités plus ou moins légales. C'est-à-dire qu'en gros, clairement, afin que le Covenant soit financé de manière invisible, il pioche un peu dans la caisse de manière discrète, sauf que ça peut se voir si on a affaire à un comptable, et fort heureusement, le père de Zayne est comptable. Après quelques semaines sur Raltyr, c'est le temps des adieux. Jarrell et Camper décident en fait de partir tout seuls de leur côté, puisque après leur départ de Taris, la santé de Camper s'est détériorée, et du coup l'objectif c'est un peu de trouver un endroit paisible pour vivre, et éventuellement pouvoir le soigner. Alors en dernier cadeau, Camper va offrir à Zayne des brassards qui vont permettre de résister au sable laser. D'ailleurs, petite anecdote pour le passage, parce que j'adore vraiment ces personnages-là, Jarrell va dire à Zayne que chaque fois qu'elle dit au revoir à Greef, c'est dans l'espoir de ne plus le revoir. Alors Zayne va hésiter puis il va dire « Et moi ?» Et là, en fait, la tête de Jarrell, c'est « J'aurais préféré que tu ne poses pas la question. » Alors après, elle va le baratiner, mais on va dire qu'en gros, oui, elle est contente de ne pas l'avoir tué et tout ça, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe entre les deux. Zayne retrouve du coup Greef en ville où il lui annonce qu'il a tout simplement acheté un vaisseau. Alors il se dit ouais c'est un peu chelou quand même, il dit mais non t'inquiète je me fais livrer le vaisseau à minuit. Donc, tu te fais livrer un vaisseau que t'as acheté alors que t'as pas d'argent, tu te le fais livrer en pleine nuit, il y a un truc qui est louche. Et effectivement il s'agit d'un vaisseau volé par un jeune Trandoshan du nom de Slisk, sauf qu'au moment de la transaction, en fait les véritables propriétaires du vaisseau débarquent pour essayer de le récupérer. Ce qui force Slisk, Greef et Zayne à se barrer en vitesse, et ils sont interceptés par un convoi de la République, l'immense armée de la République qui part pour le front. Alors, en fait, ils ont l'air d'être attendus, en fait, comme si, ah bah tiens, vous avez pris votre temps, hein, le vaisseau. Bah en fait, tout simplement parce que le vaisseau, c'est un vaisseau cantine qui sert pour l'armée de la République. Alors, ils vont atterrir sur Seroko, et d'ailleurs, le vaisseau, la cantine qu'on appelle le Petit Bivoli, c'est le nom du vaisseau, devient l'endroit le plus fameux du camp 3, en fait, c'est l'endroit à la mode où les soldats viennent se restaurer, parce qu'apparemment la cuisine est super bonne, et comme dit Marne Hiéroglyphe, on savait pas que les Trandoshan savaient faire la cuisine, en même temps, on leur avait jamais demandé. Et on a même Zayne qui va rencontrer un soldat qu'on appelle, qu'il s'appelle tout coup, Kars Onazi. Ceux qui ont joué à KOTOR le connaissent, hein, bien évidemment. Et il va discuter un petit peu avec lui, il va voir que clairement Zayne est un bon gars, que Kars est un bon gars, voilà, c'est plutôt pote entre les deux, ils s'entendent bien. Et à ce moment-là, enfin un peu plus tard dans la journée, Zayne a une vision, la planète est bombardée
et la surface est complètement cramée en fait par les Mandaloriens. Alors il se dit qu'il doit impérativement prévenir l'amiral Karat, ce qu'il va faire en fait en montant à bord du poids lourd. Le poids lourd, c'est le nom du transporteur de Carsonasie qui va lui à destination du Courageux, qui est le nom du vaisseau amiral de Karat. Beaucoup d'informations, hein, mais voilà, ça pas très très utile pour la suite. Alors Carsonasie lui n'a pas reconnu Zane, mais bien sûr l'amiral Karat lui l'a reconnu et va d'ailleurs le traiter d'espion mandalorien. Et au moment où il va le mettre au fer, en fait tout simplement la ville va être bombardée par les Mandaloriens. En gros, si vous voulez, là, au niveau de l'action, les Mandaloriens arrivent, ils tirent des missiles. Alors là, t'as la République, c'est alerte, alerte, on se fait tirer dessus. Et en fait, non, les missiles vont gentiment esquiver la flotte de la République pour aller détruire la planète Serroco. Enfin, pour complètement cramer la planète Serroco. Zane est atterré. Il vient d'assister en direct à la mort de millions de personnes, dont Griff et Slisk, puisque du coup ils n'ont pas quitté la planète, et ils sont morts dans le bombardement. Plus tard, Zane reçoit la visite de Carsonasie dans sa cabine, où il lui raconte une petite anecdote. En fait, il disait que quand il était en poste sur Serroco, hein, la planète qui vient de se faire bombarder, il s'amusait à lancer des faux avis de tempête à destination des villes pour forcer la population à rejoindre les catacombes, et ça les amusait beaucoup avec ses collègues de voir la population un petit peu paniquée se réfugier dans les catacombes. Carsonasie a eu le temps d'appeler 17 villes avant l'attaque mandalorienne. Alors que le combat fait rage entre la flotte de la République et la flotte mandalorienne, le Courageux, le vaisseau amiral de Karat, est pris d'assaut et il est vraiment endommagé. Du coup, ce qui force Karat à essayer de se barrer, et Carsonasie est avec lui. Ils vont atterrir au niveau du quartier des prisonniers, et ils vont voir Zane qui arrive en disant « ça serait bien que tu nous aides et tout ». Fait « Ok, je vous aide, mais si vous me laissez partir ». Alors Karat il dit « Non, t'es un prisonnier, non, tu ne te laisses pas partir, fait, si je vous aide, si vous me laissez partir ». Alors Karat il est un peu pris de court parce que les Mandaloriens arrivent, il dit « Ok, y a pas de problème ». Alors Zane se lève, et il y a le panneau arrière de ses cellules qui tombe, et qui leur donne accès au hangar. Alors effectivement, déjà je me poserais la question de pourquoi il y a un mec assez con pour avoir mis les cellules juste à côté du hangar, parce que je me dis clairement, c'est pas le meilleur endroit, hein, c'est le mec qui va s'échapper, clairement, c'est pas intelligent. Mais ça leur permet de se barrer, et de prendre notamment le vaisseau de Carsonasie pour, ou la navette privée de Karat, je sais plus exactement, ça n'a pas trop d'importance. Et ils vont d'ailleurs recevoir un message de la société Adascorp en disant qu'ils ont une super arme à leur vendre pour aider la République dans l'effort de guerre. Et on retrouve notre ami Jarael. Forcément, on n'allait pas l'abandonner, quoi. Jarael. Vous pensez qu'on allait abandonner Jarael? Non mais oh. Bref. Elle est sur Arcania, en fait, à la recherche d'un médicament pour Camper, qui est très malade. Hein, et vu que Camper est un Arcanien, ou plus précisément un Sion, enfin, l'alliance est ténue entre les deux. En fait, ce qui se passe, tout simplement, c'est que les Sions, ce sont des Arcaniens génétiquement modifiés. Alors, si vous voulez, les Arcaniens, c'est des humanoïdes, avec une peau couleur humaine et des yeux blancs. Alors que les Sions, c'est l'inverse, ils ont une peau blanche et des yeux humains. Alors ils ont été conçus pour faire des travaux miniers, voilà, mais ils sont plus fragiles à certaines maladies, et le problème c'est qu'il y a une véritable ségrégation sur la planète, qui fait que les Sions sont limite parqués dans des camps, ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès à la médecine, enfin c'est un peu le bordel. Du coup, Jarael va être obligé de se déguiser en Arcanienne, puisque c'est une Sion, en Arcanienne, pour essayer d'accéder à un remède auprès de la société Adascorp, du moins d'un centre médical de la société Adascorp. Mais elle se fait repérer et elle est capturée, entre autres, par la sécurité d'Adascorp et est amenée devant nul autre que Arco Adaska, le grand patron d'Adascorp. En disant excusez-moi, j'ai besoin d'aide, j'ai mon ami Camper qui est malade, il me faut un remède et tout. Alors Adaska qui dit mais pas de problème, je suis un mec super gentil, regarde, on m'appelle même le Seigneur Adaska. Je suis vraiment un gars très sympa, je vous file le remède, y a pas de souci. Sauf qu'Adaska, il a d'autres projets puisqu'il connaît très bien l'identité de Camper. Il s'agit de Gorman Van Drake, en fait, un scientifique de génie qui a travaillé pour Adascorp et qui s'est barré en laissant plusieurs projets inaboutis ou en se barrant avec les solutions. Du coup, Adaska, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va truander à la fois Jarael et Camper. D'un côté, il va dire à Jarael, donc Camper est dans le coma, en quarantaine parce qu'il est très malade et on est en train de le soigner, mais vous pouvez pas aller le voir.
Et d'un côté, il va dire à Camper, on tient Jaraël, il faut que tu bosses pour nous. Du coup, il y a une sorte de statu quo qui s'établit entre les deux, et on ne sait pas trop où ça va les emmener, mais bon, ils sont un peu bloqués. Mais il va se passer des choses. Vient l'épisode de la fameuse négociation de l'arme que la Hadaska veut vendre à la République. Alors en fait, il va un peu plus loin que ça, puisque du coup, il a convié toutes les forces en présence dans le conflit pour essayer de vendre son arme. Il s'agit des Mandaloriens, des Jedi, par l'intermédiaire de Squint, et bien évidemment de la République. Alors, pour faire un peu le déroulé dans l'ordre, d'abord on a la République qui va se pointer avec Karat, Carsonazi et Zane. Alors là, Jaraël qui avait pour but, elle est quand même bien traitée, hein, mais en gros c'était tu vas accueillir nos hôtes, nos visiteurs, et du coup elle saute dans les bras de Zane et elle l'embrasse. Ce qui fout un peu les boules à Hadaska parce qu'il avait bien l'intention de séduire la jeune femme. Et puis du coup après on a les Jedi qui arrivent avec Squint et puis Jaraël qui fait oh Squint, bon elle lui saute pas dessus, elle l'embrasse pas. Mais ça fout encore plus les boules à Hadaska. Et jusqu'au moment où on a les Mandaloriens qui débarquent. Et là ça fout un peu le boxon parce que personne s'attendait à ce que les Mandaloriens arrivent. Et on a également Lucien Drey qui se pointe, puisque tout simplement le père de Lucien et le père d'Hadaska étaient de grands amis, et parce qu'ils sont tous les deux à la tête de très grosses sociétés. Du coup, ils s'entendent un peu comme la renfoire, en gros ils ont grandi presque ensemble. Sauf que Hadaska il sait très bien que Lucien va foutre le merdier, donc du coup il décide un petit peu de l'assommer, enfin il lui fait boire une sorte de sédatif qui l'assomme. Et vu que Zane est prisonnier de la République, et qu'on a demandé à ce qu'il soit mis en sécurité sur le vaisseau d'Hadaska, et ben ils se retrouvent tous les deux entourés de droïdes, attachés l'un à l'autre. Ce qui est assez cocasse comme situation. Alors l'arme en question que souhaite vendre Hadaska, il s'agit des Exogorths, ces immenses vers de l'espace qui dévorent des astéroïdes et des planètes, qu'on a vu dans l'Empire contre-attaque. Alors la petite particularité, c'est que les Exogorths de Hadaska sont munis de propulseurs hyperdrive pour qu'on puisse les déplacer d'un point A à un point B, pour les emmener sur une planète, et d'un système qui permet de les réveiller ou de les endormir de façon à ce qu'ils puissent s'attaquer à la planète en question. Alors toutes les parties en présence s'accordent à dire que cette arme est beaucoup trop dangereuse pour être utilisée. Il faut absolument pas qu'elle tombe entre les mains de qui que ce soit. Le problème c'est qu'aucune des trois parties ne parvient à dire ouais en gros je la laisse aux autres, enfin de faire confiance aux autres pour qu'ils ne l'utilisent pas, donc chacun veut se l'approprier. Alors bien évidemment Lucien et Zane parviennent à se libérer, hein. Lucien va tenter au passage de tuer Zane, mais grâce à ses super bracelets de campeur, et bien du coup il n'y a pas de problème. Lucien dit bon allez, tu m'en veux pas, fallait que j'essaie et tout, et du coup ils vont essayer tous les deux d'arrêter Hadaska pour trahison envers la République. Alors bien évidemment on se dit que si Hadaska est arrêté pour trahison envers la République, c'est-à-dire que l'arme va échoir à la République et que c'est pas du tout du goût des Mandaloriens, donc du coup il y a un grosse baston qui s'engage. Au cours de la baston, les Exogorths sont réveillés et ils vont bouffer Hadaska, ils vont quand même pas mal endommager le vaisseau. Camper lui va sortir de son petit labo où il était un petit peu coincé, et il va partir avec son vaisseau, le dernier recours, forçant les Exogorths à le suivre, et il va partir en hyperespace en se sacrifiant au grand désespoir de Jaraël. De son côté, Kars laisse échapper Zane, parce qu'il était censé en fait le garder prisonnier sur ordre de l'amiral Karat, mais il dit oups, je t'ai laissé t'échapper. Ouh là là, c'est pas bien, parce qu'ils sont quand même potes, alors du coup il allait pas l'emprisonner. Et Lucien va quand même essayer encore une fois de tuer Zane sans succès. Du coup, face à ce bordel ambiant, nous avons donc Squint, Zane, Jaraël, Roland, puisqu'il était là également sur le vaisseau d'Hadaska, il faisait des trucs un peu chelous, mais ça n'a pas d'importance dans l'immédiat. Et d'autres personnes essayent de se barrer avec Slisk, et ouais, le petit Trandoshan qui était soi-disant mort sur Seroko, qui débarque avec les frères Mumo, les fameux frères Mumo qui ont essayé de capturer le père de Zane, mais en fait c'est des mercenaires, donc du coup Griff les a embauchés. Ah oui, parce qu'on se dit que si Slisk est vivant, c'est que Griff est vivant, quoi. Faut pas être con non plus. Et du coup, tout ce petit monde repart à bord du Miliwan, je crois que c'est le Miliwan, c'est le vaisseau des frères Mumo, et alors c'est un vaisseau assez lourdement armé, hein, c'est un vaisseau de mercenaires, donc il est assez badass, et il repart direction Taris.
c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner et à partager. Vraiment, ça me ferait un grand plaisir que vous partagiez les épisodes, puisque du coup, ça permettrait à la chaîne de monter en visibilité. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.